Madame, Monsieur, bonjour. Nous recevons le coordonnateur général de la coalition ayant introduit une requête à la Cour constitutionnelle dénonçant la violation du code électoral. Monsieur David Badinga, président de l'UPGL, Union des patriotes gabonais loyalistes. À ses côtés, le président du Morena, Monsieur Thierry Ondo Assoumou, porte-parole de la coalition. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi vatrikov.com comme plateforme d'expression. Vous êtes une coalition de 24 partis politiques ayant introduit une requête à la Cour constitutionnelle, dénonçant la violation du code électoral. Pouvez-vous être un peu plus explicite, monsieur le Pour être coordonnateur? explicite, nous dirons que les partis politiques se sont réunis pour faire constater, par le biais d'une requête à la Cour constitutionnelle, la violation du séquençage du processus électoral. C'est quoi le séquençage du processus électoral? Ce sont les séquences qui sont prévues par la loi, notamment la loi électorale, et qui doivent être respectées, dit même obligatoirement respectées. Quel est ce séquençage? Il y a la convocation du corps électoral, il y a la révision de la liste électorale et il y a l'appel au dépôt de candidature, plus toutes les étapes qui suivent. D'accord. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que cette séquence n'a pas été respectée parce que, en même temps, on a lancé la révision des listes électorales conformément à l'article 48 du Code électoral. On a aussi demandé aux candidats de déposer leur dossier de candidature, ce qui est contraire à la loi. Ne peut être candidat qu'un électeur. Or, avant même que la révision de la liste ne se fasse, on demande déjà aux citoyens d'aller déposer leur dossier de candidature. C'est une violation flagrante du séquençage du processus électoral. Notre saisine auprès de la Cour, effectivement, est conforme à la Constitution et à la loi organique 001 du 22 janvier 2025. Il fallait donner cette précision par rapport à notre démarche. D'accord. Nous pouvons ajouter que notre requête est conforme aux dispositions de la Constitution, en son article 4, qui effectivement consacre la vie démocratique et surtout garantit les élections démocratiques dans notre pays. Et tout simplement, Président, oui, on ne saurait comprendre que l'on fasse les deux choses à la fois. C'est dire en français simple, on procède à la révision de la liste électorale, en même temps, on désigne des candidatures. Et vous savez, les partis politiques qui ont commencé à le faire. Bon, il est dit qu'il faut, pour être éligible, il faut d'abord électeur. Mais pour être électeur, il faut qu'à la fin de la révision de la liste électorale, parce qu'il y a dans les primo-électeurs et ceux qui changent de lieu de vote, qu'à la fin de l'affichage, on sache effectivement qu'on est inscrit sur la liste électorale pour être candidat. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous êtes candidat sur une liste ou aux législatives, vous êtes suppléant ou titulaire, et que votre nom ne sort pas dans la circonscription où vous êtes candidat, ben, votre liste ne sera pas prise en compte. Bien, il y a aussi le fait que l'on ne saurait comprendre, mieux encore, que l'on continue à procéder aux inscriptions sur les listes électorales pendant qu'on a arrêté, n'est-ce pas, le dépôt de candidature.
Alors ça, c'est une fraude qui ne dit pas son nom, parce qu'il y a des candidats, notamment ceux du pouvoir, avec les moyens dont ils disposent, sachant qu'ils sont déjà candidats quelque part, continuent à s'inscrire. C'est même une ouverture pour vous dire que j'ai constaté dernièrement, même si ce n'est pas la question, nous avons fait le constat qu'il y a encore des délégués en poste, n'est-ce pas, mais qui sont des candidats à l'UDB, des délégués dans les mairies ou dans les conseils départementaux qui sont en poste et qui sont candidats. Est-ce qu'après vérification, ils sont vraiment en poste ou bien ils sont en poste? Alors, je pourrais me compléter pour dire que la deuxième requête, parce qu'on a deux requêtes, la deuxième requête qu'on a déposée à la Cour concerne la non-publication par décret de lancement des opérations de révision de la liste électorale. Parce que la loi dont parle le président Thierry Assoumu est claire dans son article 48. La loi dit que la liste électorale est révisée annuellement et avant chaque scrutin. Mais pour que l'on appelle les citoyens à aller s'inscrire ou aller réviser leur présence sur la liste électorale, ils doivent nécessairement prendre un acte réglementaire. C'est cet article 48 qui le dit, alinéa 10. L'acte réglementaire en fouillant n'a pas été pris. Ça a dû être une annonce verbale mais qui ne correspond pas à la loi. Donc la deuxième requête attaque effectivement le gouvernement quant à l'absence d'un décret convoquant les citoyens à aller s'inscrire sur la liste électorale. Merci, nous allons y revenir, mais vous avez évoqué... Alors, je puis ajouter, permettez-moi, que nous saisissons la Cour constitutionnelle au nom des dispositions de la Constitution, notamment dans son article 113, qui donne à la Cour constitutionnelle ce pouvoir de connaître des contentieux électoraux. D'accord, merci. Vous avez également évoqué l'absence d'un décret portant révision de la liste électorale. Votre réaction n'est-elle pas tardive dans la mesure où l'on sait que nous sommes déjà à la fin de l'opération? Je sais que vous êtes allé un peu, vous avez parlé de ça, mais j'aimerais que vous puissiez répondre parce que est-ce que c'est pas un peu tard votre réaction quand on sait que bientôt, on est déjà même à la fin? Bien, la déclaration que nous avons faite, nous l'avons faite avant la fin. Avant la fin. Je pense que nous l'avons faite le 7. Nous avons fait la déclaration le 6. Voilà. Nous avons déposé notre requête à la Cour le 7. Le 7. Donc, nous sommes en politique. D'accord. Nous sommes en politique et le processus n'est pas terminé. À ce moment-là, il était encore engagé. Nous sommes bien dans les délais, mais nous sommes plutôt surpris que jusque-là, il n'y ait pas de suite. Il n'y ait pas de suite, qu'on n'ait pas été appelé par la Cour constitutionnelle comme ça se fait d'habitude. D'accord, monsieur alors que toute requête est suspensive du déroulement des opérations. Autrement dit, la Cour constitutionnelle, en enregistrant notre requête, aurait dû effectivement suspendre le processus en cours. Maintenant, vous l'avez même également précisé, la requête ne trouve pas une oreille attentive. Est-ce que cette coalition prendra toujours part aux élections à venir? Eh bien, nous l'avons annoncé. Si vous avez lu la déclaration, nous ne pouvons pas cautionner une mascarade électorale. Une mascarade électorale qui, effectivement, se traduit par toutes ces irrégularités que nous constatons. Donc, en dehors des requêtes que nous avons introduites, nous avons une liste de points que nous avons notés qui sont des irrégularités flagrantes.
Donc, nous ne pouvons pas cautionner cette mascarade électorale. Si d'aventure la Cour constitutionnelle ne prenait pas en compte notre requête, nous comprenons aisément que nous ne sommes pas appelés à compétir. Nous voulons des élections libres, transparentes et démocratiques. Toutes les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas que le plan juridique, il y a le plan organisationnel, il y a le plan financier nous concernant. Nous avons évoqué tous ces aspects dernièrement et nous avons même donné une conclusion que je peux reprendre ici. Nous avons bien dit, le président David Badiga vient je vais tout simplement faire la redite, que nous ne serons participer à une élection dans ces conditions-là. Les dés sont pipés d'avance. Alors, il faut ajouter, madame, qu'au nombre de griefs que nous avons effectivement ressortir, il y a la carte d'électeur. Le Gabon a introduit le système biométrique, produisant aujourd'hui les passeports biométriques, produisant aujourd'hui la carte d'identité biométrique, produisant aujourd'hui la carte de la CNAMGES biométrique. Mais curieusement, la carte d'électeur n'est pas biométrique. Pourquoi? Et pourtant, Pierre Mamundou, que Dieu est son âme, qui avait suscité la mise en place de ce système biométrique, pensait que la carte d'électeur devait être biométrique pour éviter toutes les fraudes massives, pour éviter tous les votes multiples, pour éviter les votes des morts et des absents. Donc, pourquoi n'a-t-on pas mis en place cette carte d'électeur qui aujourd'hui peut être imprimée à la gare routière? Donc, il y a une absence de crédibilité dans le processus qui se fait, en l'absence de la biométrie, parce que si il y avait la biométrie, quand vous rentrez dans un bureau de vote, vous êtes déjà identifié. Vous êtes identifié et il vous sera impossible, après le vote, de vous retrouver dans un autre centre de vote pour effectuer la même opération, parce que nous demandions qu'il y ait l'interconnexion des centres de vote. Ça n'a pas été fait. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec de multiples cartes d'électeurs qu'un électeur pourra posséder pour voter plusieurs fois. Président, nous constatons que tout ce qui est fait en ce moment, le pouvoir en place le fait à son profit, quand ça l'arrange. Vous comprenez? Hier, nous avons parlé du financement des partis politiques. D'accord. Bien. Il est dit que les partis politiques ne peuvent pas être financés à partir de l'extérieur, n'est-ce pas? Mais en interne, qu'est-ce qui se passe? C'est un statu quo. Entre-temps, la société civile et les ONG qui bénéficient des dons, des legs et des financements de l'extérieur et cette société civile qui est menée une société civile politique est entretenue par le pouvoir et bénéficie également de tout cela qui vient de l'extérieur. Mais nous allons faire la même chose. Nous allons faire la même chose. Nous avons des relations à l'extérieur. Tant que ce n'est pas arrangé en interne, nous allons nous aussi nous adresser à nos amis qui sont à l'extérieur pour en bénéficier. Mais regardez ce qu'on fait. Justement, pour qu'on ne soit pas emmerdé par la diaspora avec ses activistes, on leur arrange un cadre qui leur permet de s'épanouir. Vous comprenez? On est allé jusqu'à donner 2 sièges à l'extérieur. Bien. Qu'est-ce que la diaspora apporte à l'économie gabonaise? Regardons ce qui se passe sous d'autres cieux, à côté de nous. Au Mali, par exemple, la diaspora malienne impacte les activités de cette diaspora à l'extérieur, impacte positivement, n'est-ce pas, le budget de leur pays. Mais la nôtre, elle nous amène quoi? C'est seulement venir faire de la politique à la place des politiques. Bon, ce n'est pas grave, nous pensons que
ils se sont arrimés avec Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne mangerons pas de ce pain-là. Nous continuons à dire que ce qui est en train d'être fait, par exemple au niveau des lois, c'est quand ça vous arrange et quand ça ne vous arrange pas. Imaginez-vous que hier, on a assisté à un exposé d'un universitaire. Alors, on nous faisait savoir que la loi n'est pas rétroactive lorsqu'il s'agit des partis politiques, notamment la loi sur la création des partis politiques. Mais, on ne le dit pas en ce qui concerne la démission au sein des partis politiques. C'est-à-dire qu'on crée le vagabondage politique parce que vous êtes élu sous la bannière d'un parti politique qui s'est investi pour vous faire élire. Et puis, si vous démissionnez, vous devenez indépendant, vous démissionnez comme vous voulez, mais cet indépendant-là, on le récupère quelque part. Mais là, la loi n'est pas, n'est-ce pas? On ne l'applique pas à ce cas de figure. Ce n'est pas normal. Là, parce que ça arrange celui qui a le pouvoir. Puisque facilement, lorsque vous n'avez pas de majorité, vous pouvez tirer de tous les côtés pour obtenir cette majorité. Et puis, ces élections entre nous, est-ce que vous pensez qu'on file pourquoi, on va vite pourquoi? Est-ce que c'est une période vraiment propice pour les élections? À moins qu'on nous dise que la rentrée scolaire, ce sera au mois de décembre. On aurait pu bien organiser ces élections en continuant l'inclusivité dont on parle entre griffes. Finalement, on s'en rend compte. Et puis, on a les vacances de décembre. Mais on a peur de quoi? On file pourquoi? Est-ce que le nouveau Parlement, avec les pouvoirs qu'on a donnés au chef de l'État, le nouveau Parlement peut le démettre? Non. Qu'est-ce que vous suggérez alors? Nous suggérons qu'on organise bien les élections, qu'on continue dans l'inclusivité, qu'on associe toutes les composantes politiques dans les commissions électorales, dans la campagne proprement dite. Il y a beaucoup de manquements pour que tous les citoyens soient impliqués, ceux qui veulent faire la politique. On a le temps pour cela. Et nous savons que cette période de septembre, c'est une période de rentrée des classes. C'est quoi je disais, à moins qu'on nous dise qu'elle sera renvoyée en décembre. Et là, c'est aussi un problème au niveau de l'éducation de nos enfants. Donc, nous pensons... Et puis, c'est aussi une période pluvieuse, même si on n'est pas encore dans la grande saison là. Nous avons des routes encore dans notre pays qui sont dans un état de délabrement avancé. Ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays. Dernièrement, j'étais à Iboumié, c'est là à Libreville. Mais il faut voir dans quelles conditions les gens se déplacent. Nous devons mettre un accent, ce n'est pas taper sur les partis politiques comme si ce sont les partis politiques qui ont mis le pays à terre. Nous savons que c'est le PDG et ses alliés qui ont mis le pays à terre. Ne nous trompons pas. Ne jetons pas l'anathème sur n'importe qui. Nous, on n'est pas comptable de cette situation désastreuse qu'on connaît et qu'a connu notre pays. Le social, qu'on mette quelque chose, un pan particulier. On a dit déjà que la manière dont les gens étaient déguerpis, c'est inhumain. Et quand on procède à un développement, c'est par les hommes et pour les hommes, pas pour autre chose. Donc on met d'abord ces personnes dans des conditions les meilleures, parce que l'homme est l'alpha et l'oméga de tout processus de développement. C'est lui qui est au centre. Nous avons des problèmes au niveau de la santé aussi, où les gens vont se soigner à l'extérieur pour des petites maladies. Est-ce que c'est normal? Bon, et là encore, nous savons qui peut sortir pour aller se soigner à l'extérieur du pays. J'ai parlé des routes, j'ai parlé de la santé, de l'éducation, la cherté de la vie. Bien, il y a des mesures qui viennent d'être prises par le Conseil de ministres d'hier. On attend maintenant l'applicabilité de ces mesures. Ce n'est pas le fait de donner des annonces, mais on va voir comment ça va être appliqué. Les Gabonais ne mangent pas normalement. Merci, Monsieur le Président. On a parlé... Vous me permettez de revenir sur le financement, effectivement, des partis politiques, notamment sur le financement des élections. D'accord. Il est indécent de constater que certains partis aient pu financer, rien que pour l'Assemblée nationale, 145 candidatures. Pour être candidat, il faut verser une caution d'1 million de francs CFA. Si vous multipliez 1 million par 145, ça fait 145 millions. Où ces partis ont-ils obtenu si facilement les 145 millions de francs CFA
pour financer les cautions de leurs candidats. S'agissant des listes électorales, il y a 70 listes, parce qu'il y avait 52 plus 18, ça fait 70 listes. Par liste, il faut 350 000. Quand vous additionnez tout ça, vous vous retrouvez à plus de 200 ou 300 millions de francs CFA. Comment ces partis politiques ont-ils pu obtenir si facilement autant d'argent pour financer les cautions de leurs candidats? C'est donc une forme d'insulte aux partis politiques que nous sommes en nous disant qu'ils sont incapables de pouvoir financer leurs élections. Nous n'avons pas d'autres sources de revenus. Et nous sommes aujourd'hui pratiquement sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de partis politiques ayant des élus au Parlement. Donc, la loi sur le financement... Les élus que nous avons maintenant ont été nommés. Voilà. La loi sur le financement aurait été prise pour que chaque parti politique gagne quelque chose et qu'on aille, c'est une compétition politique et démocratique, et qu'on aille aux élections avec des chances égales. C'est ce que nous exigeons. Mais malheureusement, apparemment, le pouvoir ne l'entend pas de cette oreille. Et c'est ce que nous condamnons et c'est ce que nous dénonçons. L'UDB a été créé il y a 1 mois et demi à peu près. Bon, d'abord, on ne sait pas si ce parti doit être légalisé en 1 mois et demi. Parce que c'est le parti présidentiel qui a déjà aussi des candidats. Mais où trouve-t-il ces moyens? Si ce n'est des moyens du trésor public. Vous voyez, ce n'est pas normal. On est en train de créer 2 genres de citoyens où on est en train de remettre la lutte des classes sur la table. Ce qui n'est pas normal. Donc, à part ce parti, il y a ses alliés. Donc, on aura demain, si on parle de majorité d'opposition ou de plan A et de plan B, à la limite, on veut nous emmener à ce que certains comme nous s'effacent de la vie politique et elle va se faire entre des gens qui sont ensemble depuis longtemps, dans certains vases, depuis longtemps, et avec des connotations soit familiales, de copinage ou d'autres choses, qui vont se retrouver et qui vont effectivement mener la vie politique, qui se connaissent, et tout le jeu politique est gâté à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand vous remarquez, la presque totalité, sinon la quasi-totalité, ceux qui font la propagande à l'heure actuelle, qui sont sur le terrain, bon gré, malgré tout ce qu'on décrit là, mais ce sont des gens qui ont volé le pays, ce sont des voleurs. Et le vol, c'est un crime. Parce qu'il y a des familles qui croupissent à cause de ces gens-là, qui ont volé le pays et avec cet argent, qui continuent à voler avec cet argent, maintenant qui font la politique, investissent les candidats. Nous, on n'a pas volé. On veut que les choses se fassent dans les règles. Nous sommes tous des Gabonais. Vous ne venez pas là pour préserver vos acquis, vos privilèges. Vous comprenez? Parce que ce sont les mêmes qu'on retrouve à gauche et à droite. Et on sait d'où ils viennent. Tous, pour la plupart, sont issus de l'ancien PDG. Et nous, nous le savons. Je voudrais revenir, il n'y a rien de caché là. Je voudrais revenir, madame, sur les partis politiques. Le président Thierry, tout à l'heure, nous a donné l'information selon laquelle hier, nous étions à un atelier organisé par le CND, l'Union européenne et l'IDEA. Au cours de cet atelier, un certain nombre d'idées ont été avancées en lien avec la loi 16/2025 du 27 juin 2025 portant sur les partis politiques. La loi sur les partis politiques. Alors, au cours donc de cet exposé, il est revenu plusieurs fois la notion de sanction. La notion de sanction à l'encontre des partis politiques qui contreviendraient sur tel ou tel aspect. Or, lorsqu'on rentre dans le bloc de constitutionnalité, donc
au niveau de la constitution de notre pays. Il y a un bloc dit de constitutionnalité. Il y a la notion de liberté. Liberté d'association, liberté de création d'associations politiques à caractère politique telles que les partis politiques. Premièrement. Deuxièmement, l'article 6 dit que les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Alors, voilà des lois qui sont créées sur la base de la Constitution, mais qui, en fait, bloquent le fonctionnement des partis politiques qui ne peuvent pas facilement fonctionner. Il dit, par exemple, que lorsque vous êtes un élu d'un parti politique, vous avez été élu sous la bannière d'un parti politique, et que vous démissionnez du parti politique, même si c'est le parti qui a financé votre campagne, qui a financé votre caution, lorsque vous démissionnez, vous devenez indépendant, mais vous restez à l'Assemblée nationale. Autrement dit, le député qui a démissionné, mais qui a été élu grâce au parti, est libre de quitter le parti et de se retrouver, de se maintenir à l'Assemblée nationale. C'est un peu difficile de concevoir de telles dispositions qui, en fait, encouragent le vagabondage politique. Monsieur le Président, merci. À vous entendre, en observant le climat politique, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est la tendance UDB. C'est comme si aujourd'hui, on vous poussait aussi à rejoindre l'UDB. Est-ce que la solution ne serait pas de... Je commence. Oui, je commence, Président. Merci. La tendance à rejoindre l'UDB, c'est normal pour certains. Parce que ces certains-là, c'est leur habitude, la facilité. Ils aiment la facilité. La plupart qui y vont, ce sont tout simplement des gens qui sont à la recherche des postes, des privilèges. Certains ont eu, qui veulent conserver, que d'autres veulent maintenant. Il y a une minorité là-dedans qui aspire véritablement à... qui a des objectifs. Ce n'est pas le cas de notre coalition. Bien. En ce qui nous concerne, ça ne nous intéresse pas et ce n'est pas le cas de notre coalition. Nous sommes des partis politiques organisés, structurés. Les nôtres, par exemple, ont une histoire et ont été créés sur des fonds baptismaux hautement spirituels. Je crois que vous connaissez la naissance du mouvement de redressement national. Ce n'était pas facile à cette époque-là. Vous connaissez la naissance de l'UPG, pour ne citer que ces deux partis que nous représentons ici. Il y a d'autres, bien sûr, qui sont avec nous. Nous ne voulons pas que l'on revienne à la pensée unique. On a l'impression qu'on est en train de mettre en place un système oligarchique. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Nos partis ont une idéologie, nos partis ont une vision de reconstruction de notre pays, d'égalité, d'équité, de justice, de démocratie. Donc, nous avançons lentement mais sûrement. Nous souhaitons que ce cadre-là grandisse au fur et à mesure. Nous ne sommes pas prêts à nous arrêter maintenant parce que ce pays-là, il nous est cher, à nous tous, et nous voulons que l'on le reconstruise. Le président... Je peux compléter? Oui. Oui, en bonne harmonie. Madame, merci. Juste à corriger ce que le président Thierry Assou vient de dire sur notre présence ici. Il est
président du Morena, je suis président de l'Union des patriotes gabonais. Je suis ici en tant que président de l'UPG. Alors, président, quand je dis l'UPG, c'est par rapport à l'ancienneté. Bien sûr. Et l'histoire. Alors, nous ne pouvons pas avoir combattu la pensée unique et revenir à la pensée unique. Les jeunes Gabonais, les jeunes Gabonaises ne savent pas qu'avant 90, il y avait des citoyens comme nous autres qui travaillions dans la clandestinité pour lutter contre le pouvoir de Bongo. Est arrivé effectivement le Morena en 1981, mais vous savez ce qui est arrivé, ces personnes, ces citoyens ont été arrêtés, torturés, emprisonnés. Maltraités. En 1990 a été pour nous l'occasion tant rêvée de retour à la démocratie, au multipartisme. Et nous avons dit multipartisme intégral. C'est-à-dire que ce n'était pas limité. On ne peut pas aujourd'hui concevoir qu'après avoir lutté et surtout pour certains sacrifié des vies humaines pour atteindre la situation que nous connaissons aujourd'hui, qu'il y ait le recul démocratique dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter la pensée unique et inique. Donc, nous maintenons le multipartisme et chacun d'entre nous a conscience de conserver cette situation et d'avoir à l'idée que nous avons nos dévanciers qui ont sacrifié leur vie. Donc, nous ne pouvons pas effectivement nous jeter les pieds joints à l'UDB, même si nous pouvons soutenir par moments les actes que l'UDB pourra poser. C'est tout à fait normal. Mais nous n'allons pas nous fondre dans l'UDB. L'impression qui se dégage, c'est qu'on veut occulter le passé. Bien sûr. Le passé politique du Gabon. Bien sûr. C'est comme si la vie politique du Gabon a commencé le 30 août, lors du coup de libération. Non. Non, pas du tout. Le coup de libération, pour nous, ce n'est que la continuation justement Bien sûr. de ce qui a été fait depuis les années 60, s'il faut prendre des références, des dates, 1981, 1990. Parce que les Gabonais avaient soif de liberté. Alors donc, le CTRI était dans le processus, et c'est pourquoi nous avons acclamé. Mais nous sommes déçus aujourd'hui de constater que ce n'est pas vraiment ce que l'on a pensé. Puisque, à la limite, on revient déjà à ce qu'on a décrié hier. Mais ça fera très mal, parce que quand vous avez suscité de l'espoir, le peuple vous a regardé et apprécié. Et qu'à un moment donné, vous commencez à refaire les mêmes choses que l'on ne veut pas, qui nous ont tués hier, mais c'est vous qui aurez plus de mal à vous en sortir. Parce que les gens ont pensé que maintenant, on va vers le droit chemin. Alors que vous les ramenez en arrière. Au lieu d'avancer de 2 pas, vous les faites reculer de 5 pas. Il y a quelqu'un qui me disait, président, lors des échanges, qui est la présidence de la République, lorsqu'il fallait parler de cette fusion, fameuse fusion-absorption, un intellectuel qui me prend l'exemple de la Chine pour dire, mais est-ce que vous ne voyez pas comment la Chine fait des exploits? Est-ce qu'il y a la démocratie en Chine? Mais je l'ai regardé bizarrement. Je dis, merde. Donc, en fait, c'est comme ça que vous conseillez certains chez vous. La Chine est une civilisation millénaire. Le Gabon a eu son semblant d'indépendance en 1960. On devrait en parler parce qu'on est à la veille de ça. C'est quelle indépendance? Pas l'indépendance. Nous ne sommes pas souverains. La Chine a eu des grands leaders, des vrais leaders. Ce n'est pas les présidents que l'on a eu ici, qui avaient des grandes pensées, des grandes visions pour aller loin.
La population de la Chine, attendez, la population du Gabon, c'est un canton de la Chine. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ils ont leur culture et leur environnement politique qui fait qu'ils prennent ce système-là. Est-ce que ça sied avec notre culture ou notre environnement politique, par exemple? Non. Il faut prendre des exemples, hein, n'est-ce pas, qui... Nous avons soif de liberté et nous continuons à nous battre pour cette liberté. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, nous recevions Monsieur David Badinga, président de l'UPGL, et Monsieur Thierry Ondo-Assoumou, président du Morena. Nous n'allons pas partir comme ça, on a parlé du peuple, on a parlé de l'espoir, on a parlé de la fête de l'indépendance dans quelques jours et on a encore une nouvelle célébration qui est celle du 30 août. Donc nous allons vous laisser conclure le mot de fin de la coalition de ces 24 partis politiques. On peut commencer par monsieur le coordonnateur. Bien sûr. Non, déjà vous remercier de nous avoir donné l'occasion de venir nous exprimer sur des questions aussi essentielles. Et je vous en félicite et vous encourage effectivement de maintenir le cap pour que le débat démocratique soit un débat pluriel. Merci. Que vous soyez ouverts à tous les démocrates. Parce qu'il y a dans ce pays des gens qui ont peur de la contradiction. Or, c'est la contradiction qui nourrit la démocratie. Sans contradiction, il n'y a pas de démocratie. Donc, je suis heureux d'avoir été pour la première fois dans ce studio et d'avoir répondu aux questions que vous nous avez posées. C'est nous qui vous remercions également. Merci. Monsieur le Président. Le président David Badinga, mon aîné, a donné la conclusion qui sied par rapport à cette émission. Mais comme vous avez parlé de la fête de l'indépendance, que vais-je dire? Tout à l'heure, je vous ai dit que notre pays n'est pas indépendant, ni politiquement, ni économiquement. Nous aspirons encore à devenir indépendants. Nous voulons que notre pays soit véritablement un pays souverain. Quant à la date du 30 août, ce n'est pas la fête de l'indépendance. C'est vrai que les deux manifestations se font le même mois. Coup de libération. Le coup de libération. Bon, on a libéré qui finalement? Qui a été libéré? Quelles sont les institutions qui ont été libérées? Quel peuple a été libéré du joug de l'oligarchie, du joug de l'injustice, du joug du népotisme, du joug des détournements? Quel peuple a été libéré? Puisque cet art, on le vit encore aujourd'hui. Parce que vous êtes mon parent, vous volez, on ne vous arrête pas. On vous donne d'autres responsabilités. Mais on arrête des personnes qui ne sont pas proches de vous quand vous êtes chef. Je ne prends que cet exemple-là. Donc, dans tous les cas, ceux qui vont fêter la libération vont fêter la libération. Moi, je ne fêterai pas parce que nous ne sommes pas encore libres. Cette liberté en interne. Où est la paix des cœurs? Lorsque nous voulons construire notre pays et avancer, mettre des bétons par-ci, par-là, alors que nous avons encore en nous, n'est-ce pas, des bétons invisibles qui mettent des barrières entre nous. Il faut revoir les mentalités. Il faut encore faire ce travail pédagogique auprès des Gabonais. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore effacées de nos têtes. Certains compatriotes pensent qu'ils sont encore à l'ère du monopartisme ou sous le régime d'Ali Bongo.
ainsi de suite. Merci de nous avoir donné l'opportunité de dire ces vérités, parce que nous sommes là aussi pour informer et pour sensibiliser les Gabonais. Monsieur le coordonnateur veut ajouter quelque chose? C'est lui qui va même clôturer. Si vous me permettez, depuis le début de l'acte posé par le CTRI, on parle d'inclusivité. Faisons en sorte que cette inclusivité soit réelle. Faisons en sorte que le pouvoir ait une oreille attentive à ce que disent les citoyennes et les citoyens, y compris les partis politiques. Que le pouvoir ne soit pas sourd à ces appels, parce que les citoyens constateront que la non-réponse est synonyme du mépris. Donc nous pensons que l'appel que nous avons lancé pour une lecture attentive de nos requêtes, que cet appel soit entendu. On fait, pour ne pas paraphraser certains, comme si le chien aboie, c'est-à-dire nous aboyons, et la caravane en or passe comme disait l'autre, tout bonnement. Merci. Merci, messieurs les présidents. Mesdames, messieurs, chers internautes, nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale. Merci, monsieur Thierry Ondoasmou. Merci, monsieur David Badinga.